Alors, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qui cite la Bible avant de passer la parole à Dan Kane des Forces armées américaines. C'est un peu le même discours. On poursuit notre route. Ce sera la plus intense journée de bombardement sur l'Iran aujourd'hui. On va essayer de décrypter tout ça avec Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. Là, on a un président qui dit la guerre est presque finie, mais en même temps, c'est pas tout de suite. On a des objectifs encore à avoir. Le détroit d'Ormuz, bloquez-le pas. Sans ça, on va vous bombarder encore plus, mais il n'est pas déjà bloqué. C'est très confus, les messages qu'on envoie présentement. Oui, surtout de la part de Donald Trump, on est objectivement dans une incohérence absolue. Là. On s'entend, là. La guerre est presque finie, les prix du pétrole vont baisser, et on a anéanti le régime des Mollahs. Alors, tout ça est faux, là. Je veux dire, c'est factuel, là. Le détroit d'Ormuz est fermé. Tant qu'il est fermé, ça va avoir un impact sur les prix du pétrole, du commerce mondial, des chaînes d'approvisionnement. Puis la réalité, puis je pense que c'est ce qui a surpris les Américains, c'est la résilience de ce régime-là. Il faut comprendre que suite à la révolution en Iran, on a construit la structure du régime pour faire en sorte que le régime survive à un assassinat ou à la mort du guide suprême. Là. C'est ça, même s'il est décapité, comme on dit, il peut fonctionner très bien quand même. C'est ça, c'est pas comme, par exemple, on a vu en Syrie avec le départ de Assad ou en Irak avec le départ de Saddam Hussein. Il y a une foule d'institutions, il y a le guide suprême, il y a les ministres, il y a les gardiens de la révolution, il y a le comité des experts, il y a le ministre de la Justice, et chacune de ces institutions-là sont redevables les unes aux autres. Et c'est ça qui fait en sorte que, même si on a quand même, tu sais, c'est 49 des principaux leaders du pays qui ont été tués dans les premiers jours, c'est ce qui fait en sorte que le régime a été capable de se revirer de bord, là, si tu me passes l'expression, et se réunir et se restructurer aussi rapidement avec la nomination du fils de l'ayatollah Khamenei. Ça envoie un signal sans équivoque, là. Je veux dire, tu nommes un successeur qui est plus rigide, plus dogmatique, plus religieux, plus anti-américain. C'est pas un Iran qui est prêt à négocier ou à capituler. Mais je pense qu'on voit que l'administration Trump est très consciente de l'impopularité de cette guerre-là. Et M. Trump, hier, qui l'a appelé une excursion, pour quand même le faire. Et qui essaie de rassurer, essayer de convaincre les Américains qu'il sait où il s'en va, qu'il a une voie de sortie. Mais elle n'est pas claire, cette voie de sortie en ce moment. Ça, c'est très, très évident, là. Et donc, tout le monde un peu retient son souffle. Puis c'est toujours intéressant de voir l'espèce de tandem, tu sais, où M. Trump sort, arrive avec ses vérités alternatives à lui-même pour convaincre le peuple américain. Puis le lendemain, c'est Pete Hegseth qui sort avec le chef d'état-major pour essayer de ramener ça à des faits, là, entre guillemets. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, convaincre les Américains que ça va bien, que c'est pas éternel, que c'est pas une aventure de reconstruction comme on a vu en Irak, et que les États-Unis sauront s'extirper de ce bourbier. Ou plutôt que ça va pas devenir un bourbier, mais c'est pas clair comment on va y arriver. En tout cas, j'ai déjà vu des excursions plus tranquilles que ce qui se passe depuis presque 10 jours maintenant. Oui, parlez-en au quoi on est rendu à près de 2000 morts déjà, là, dont la grande majorité sont des civils. Oui, 7 militaires américains également qui ont perdu la vie. Chez nous, il y avait un débat exploratoire à la Chambre des communes sur justement la guerre au Moyen-Orient hier soir, mais ce qui retient l'attention, c'est vraiment l'absence de Mark Carney, dont la position non plus n'est pas limpide sur ce conflit-là. Non, M. Carney, qui était en Asie la semaine dernière, puis qui a changé de position 4 fois. T'sais, on appuie inconditionnellement, il faut la voie diplomatique, on appuie avec regret et reculons. Peut-être que ça viole le droit international. On n'exclut pas d'envoyer des troupes, mais on n'enverra pas de troupes, ça ne nous concerne pas. Alors, moi, dans la catégorie des rendez-vous manqués, là, je pense que celui d'hier est absolument notoire. C'était vraiment l'occasion pour M. Carney de prendre la parole dans un contexte formel, solennel, puis d'expliquer aux Canadiens c'est quoi sa compréhension des enjeux et où il s'en va. La réalité, c'est que M. Carney a choisi de ne pas y être. L'argument qu'on nous offre au sein du gouvernement, c'est que le Canada n'a pas été consulté, le Canada n'est pas impliqué.
Mais ça, c'est comme dire aux Canadiens, ça ne nous concerne pas. Or, toi, comme premier ministre, tu peux penser ça, mais je pense qu'on est d'accord que les Canadiens se sentent concernés par ce qui se passe là-bas. Ouais. À plein niveau, là, il y a l'impact économique ici. Il y a les doutes. On voit la France, en ce moment, est en train de monter une espèce de grosse coalition défensive là, pour essayer de protéger les navires dans le détroit d'Ormuz. Est-ce que le Canada va participer à ça? Hier encore, il y a la Turquie, qui est un membre de l'OTAN, a intercepté un autre missile. Donc, c'est quoi l'impact si l'OTAN est invoqué là-dedans? Puis, il y a les menaces à la sécurité nationale ici. Là. Je veux dire, à Toronto, dans la région de Toronto, il y a 3 synagogues qui ont été attaquées. Pendant la nuit d'hier, c'est le consulat américain. Quelles mesures sont mises de l'avant? Donc, il y a plein de choses pour le premier ministre pour rassurer les Canadiens. Puis, par son absence, essentiellement, ce qu'il dit, c'est « Moi, je sais où je m'en vais. J'ai raison. Puis, j'ai pas à vous rendre des comptes. Faites-moi confiance. » C'est ça. Il y a une forme d'arrogance là-dedans. Oui, et on n'aura pas plus de réponses de la part de M. Carney. Ben non, mais là, moi, ça m'a absolument surpris, puisque hier, je me disais, OK, bon, ben finalement, le mardi, c'est la réunion du cabinet, il va arrêter, il va placoter une couple de minutes, puis il va être à la période des questions, comme il l'est généralement le mardi. Mais non, il n'a aucun événement public. Et demain, il repart en voyage. Il s'en va en Norvège, puis il s'en va en Grande-Bretagne. Donc, il va avoir été absent du 25 février au 16 mars. C'est près de 3 semaines et il n'aura jamais pris la parole devant les Canadiens. Finalement, c'est un peu comme s'il faut payer pour voyager avec lui si on veut pouvoir lui poser des questions. C'est rendu presque ça. Hey, Emmanuel, passe une belle journée. On se reparle demain. Au revoir. Salut.